Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Donc voici les titres. Lancement officiel de la carte d'identité nationale biométrique en Guinée. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie ce matin à Conakry. Des efforts des autorités pour lutter notamment contre la fraude. Et puis vers l'inauguration de la rizerie de Dabola, une mission était récemment sur place pour des essais techniques. Quels sont les résultats? Quelles sont les prochaines étapes? On en parle dans un instant. Et enfin, championnat d'Afrique des Nations de football, le Sili local joue ce mercredi la demi-finale de la compétition. À la veille de la rencontre, le chef de l'État s'est entretenu avec les joueurs et les encadreurs de l'équipe nationale. Et voilà pour le sommaire. Le chef de l'État a donc présidé ce matin la cérémonie de lancement officiel de la carte d'identité nationale biométrique. Professeur Alpha Condé s'est fait enrôler ainsi que certains de ses collaborateurs. L'objectif est de sécuriser les données personnelles de tous les Guinéens et de lutter contre la fraude. Abdul Karim Condé. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est acquitté ce mardi soir de son devoir civique au palais Sékou Touré. Le chef de l'État a désormais sa carte d'identité nationale biométrique. Cette carte, qui est infalsifiable, permet l'identification de son porteur. Une carte d'identité nationale biométrique sécurisée qui permet de voyager dans les 15 pays de la sous-région plus la Mauritanie. L'importance de la carte d'identité nationale biométrique, premièrement, c'est la protection des données personnelles des utilisateurs de cette carte. Vous savez que la carte d'identité nationale biométrique comporte deux éléments très importants. Vous avez votre propre empreinte biométrique, vous avez aussi également votre reconnaissance faciale. Donc ça, c'est des données personnelles qui sont protégées, qui sont sur une puce mise sur une carte. Donc il n'est pas facile que quelqu'un ait accès à vos données personnelles et cela vous permet d'être protégé. Parce que, à supposer que vous perdez votre carte d'identité nationale ordinaire et que quelqu'un d'autre passe par des méthodes de substitution, mettre une photo dessus, vous serez responsable des dégâts qu'il va faire. Mais avec la carte d'identité nationale biométrique qu'on dispose maintenant là, qui est internationale, il n'est pas facile que quelqu'un d'autre puisse utiliser vos données personnelles. Cette carte d'identité nationale biométrique, une vision du président de la République, le professeur Alpha Condé, va mettre fin à la distribution anarchique. Solennellement, Monsieur le Président de la République, premier citoyen du pays, s'est prêté à cet exercice. Il a, à partir d'aujourd'hui, son acte de naissance biométrique, sa carte d'identité et tous les éléments qui permettent une identification irréprochable d'un citoyen sont désormais réunis de façon sécurisée dans ces documents guinéens. Et vous avez désormais aussi un identifiant unique. L'identifiant unique, c'est que le code qui est sur sa carte d'identité est celui-là qui est sur l'acte de naissance, c'est celui-là qui est sur le passeport et il est infalsifiable. Deuxièmement, nous n'avons plus besoin pour des échéances électorales et tout le reste. En tout cas, une bonne disposition est prise quand pour nombreuses et incessantes corrections qui intervenaient parce que tout simplement nos documents d'état civil n'étaient pas fiables. Ils le sont désormais. Et d'un autre côté, vous avez la circulation libre dans l'espace CEDEAO désormais. Nous avons des documents sécurisés qui ne souffrent désormais d'aucune complaisance, d'aucune contestation. C'est une fierté pour les citoyens guinéens, où qu'ils se trouvent actuellement, où qu'ils se déplacent avec ces documents. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a donné des instructions fermes aux autorités de la police dans la distribution des cartes d'identité nationale biométrique.
Le président de la République qui a également participé ce mardi par visioconférence au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il était question pour les dirigeants de s'accorder sur des candidatures en vue de l'élection des commissaires et des responsables de l'Union africaine. Professeur Alpha Condé porte le message de la Guinée devant ses pairs. Abdullah Karim Condé. Les chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont organisé ce mardi une visioconférence. Au centre de l'entretien, l'élection des commissaires de la CEDEAO en prélude à l'élection du président en exercice de l'Union africaine. La rencontre par visioconférence des chefs d'État de la CEDEAO a abordé des sujets comme le renforcement de la coopération entre les États africains et également la sécurité en Afrique, un continent confronté à plusieurs conflits. Autre activité du président de la République, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu par visioconférence avec le CELI national qui s'apprête à jouer ce mercredi en demi-finale du CHAN au Cameroun. À cette occasion, le président de la République a réitéré ses vives et chaleureuses félicitations aux 11 Guinéens de football et à tout l'encadrement pour leur brillant parcours dans cette compétition continentale. Après avoir exprimé la fierté nationale qu'elle incarne au CHAN, le professeur Alpha Condé a encouragé l'équipe nationale à triompher et à mener la coupe en Guinée. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur cet élément dans la page sport de cette édition d'information. En attendant, une mission de l'administration et contrôle de grands projets était sur quelques chantiers routiers de la Haute-Guinée. Il s'agit du tronçon Kankan-Mandiana et des ponts sur les fleuves Sankarani et Milo. L'objectif était de s'assurer de l'état d'avancement des travaux. Quels sont les constats et les recommandations? On fait le point avec Mamadi Gassama. Le tronçon Kankan-Mandiana fait du chemin. Sur le terrain, 80% des travaux de terrassement et les ouvrages d'art sont achevés. Sur les 100 km de trajet, 40 sont déjà revêtus de couches de béton bitumineux. On a fait les 20 650, la couche de base et la couche de roulement. Et à partir du PK 20 650, on va continuer ici la couche de base et la couche de roulement jusqu'à Mandiana. Plus loin, les travaux des ponts sur les fleuves Sankarani dans Mandiana et le fleuve Milo dans Kérouané sont déjà lancés. On est presque vers les 80%. Les poutres du pont au nombre de 32 ont été toutes posées avec les prédales et aussi les entretoises sont déjà terminées. Inch'Allah, d'ici fin mars, plutôt Inch'Allah, que le pont va être terminé. C'est un ouvrage qui fait 198 mètres linéaires. C'est un projet de 26 mois. C'est presque 10 millions de dollars le coût du projet. Aux côtés du bureau de contrôle, l'administration et contrôle des grands projets veille au grain. D'où la présence des experts pour s'assurer de l'effectivité et la qualité des travaux. Les travaux du pont ont avancé. Pratiquement la pose des poutres c'est fini. Ils ont posé les prédales, ça aussi c'est pratiquement fini. Et le ferraillage aussi du tablier est à 50%. Concernant le pont aussi de Sankarani, nous avons assisté au coulage du premier pied de l'Aquilée C0. Donc c'est un atout majeur. Les populations attachent du prix à cet acte du chef de l'État. Depuis 1985, on dit c'est Magnanako. Et même actuellement, là, quand on venait, au début de ça, là, on dit ok, c'est Magnanako, même la fois là. Aujourd'hui, vraiment, on est content. On remercie très sincèrement le président bâtisseur. Il faut dire qu'il a travaillé. 300 et quelques sous-préfectures. Partout, il a construit en tout cas un petit bâtiment. La réalisation de ces infrastructures routières et ces ouvrages de franchissement favorise l'interconnexion entre la Guinée et les pays de la sous-région, mais aussi le désenclavement des zones de production. Je le disais également au sommaire de cette édition d'information, bientôt la rizerie de Mandiana sera inaugurée par le chef de l'État. Une mission conduite par le président de la Chambre d'agriculture de Guinée était récemment sur le terrain pour des essais techniques, des essais qui sont concluants comme le montre ce reportage de Sanassi Keita. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est une ambition du président de la République qui veut appuyer le monde agricole guinéen en le dotant des moyens techniques nécessaires, à l'image des unités de transformation du riz, comme celle de la ville de Mandiana.
Construite par le président de la République, cette rizerie fait aujourd'hui la fierté de la population de Mandiana, une population à vocation agropastorale. Aujourd'hui, l'heure est aux essais techniques de l'usine par les techniciens de la rizerie de Denken, amenés par le président de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée. Les premiers résultats sont satisfaisants. La construction de cette rizerie vient ainsi répondre à la politique de mécanisation de l'agriculture guinéenne initiée par le président Alpha Condé. Les jours à venir, le chef de l'État procédera donc à l'inauguration de cette rizerie pour le plus grand bonheur des agriculteurs. Et puis nous sommes le 2 février et c'est aujourd'hui la journée internationale dédiée à la protection des zones humides. En Guinée, l'accent est mis sur la lutte contre l'agression des forêts de mangroves. Des séances de sensibilisation sont organisées à Conakry pour faire prendre conscience du phénomène et de ses répercussions. Mamadou Alpha Baldé. Avec plus de 200 000 hectares de forêts de mangroves, la Guinée dispose de l'un des plus importants domaines publics maritimes de la sous-région. Presque partout le long du littoral, la mangrove recule du fait de la pression humaine. Pourtant, les vertus écologiques de cette zone humide sont nombreuses. Ils préservent non seulement des inondations, ils ont une forte capacité aussi d'absorption du carbone. Et comme vous le savez, les effets du changement climatique aujourd'hui, ce gaz-là est essentiellement responsable. Donc, les zones humides absorbent 2 fois plus le carbone que les forêts tropicales. Mais paradoxalement, ces zones humides aussi disparaissent aujourd'hui 3 fois plus que ces mêmes forêts-là. Donc cela veut dire qu'il y a urgence d'intervenir. À l'occasion de la journée mondiale dédiée aux zones humides, des séances de sensibilisation et des projections vidéo sont initiées au plus près des réalités. Dans la zone de Faban où la mangrove a presque disparu, les populations riveraines sont conscientes du danger en cours. Je demande d'abord à l'État de faire la délimitation. La construction là où les gens doivent se limiter, l'État doit faire ça. C'est au vu de tout le monde hein, que ça se passe. Moi je suis à la base. Et il y a des décennies que je suis là. On s'est battu. Nous sommes battus pour freiner. La finalité, nous n'avons pas le temps pour freiner tout ça là, comme on l'entend. Sinon, ça nous blesse. Aujourd'hui, le gouvernement et ses partenaires comme Eclosio, qui intervient dans la protection des écosystèmes, travaillent pour minimiser la destruction de la mangrove. Le développement des foyers améliorés, la promotion d'une saliculture plus écologique et le reboisement sont entre autres projets en cours ou déjà réalisés sur le terrain. Rester enraciné, c'est le slogan d'une nouvelle opération de lutte contre la migration irrégulière. La campagne est menée par l'Église catholique de Guinée, un projet de 2 ans qui vise notamment les communautés vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes. Le lancement des activités a eu lieu il y a quelques jours à Kindia. On fait le point avec Bernard Tonguino. La lutte contre la migration irrégulière continue d'être au centre des préoccupations de l'État et d'autres partenaires publics. L'Église catholique de Guinée, à travers l'OCPH, s'implique dans le combat. L'Organisation catholique pour la promotion humaine lance une nouvelle opération de sensibilisation des communautés vulnérables. Depuis toujours, l'Église est toujours intéressée à la promotion intégrale de l'homme. Et partout, la vie humaine est en danger. C'est une priorité et une préoccupation pour l'Église. Donc, vu les drames qui sont liés à ce voyage très dangereux que nos jeunes expérimentent à travers le monde, on ne peut pas rester comme ça, bras croisés. C'est pourquoi nous nous donnons la main pour apporter la contribution de l'Église catholique à cette lutte des gouvernements à travers le monde. Et l'Église travaille avec tout le monde, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, pour sauver les hommes. Cette sensibilisation devrait toucher 2500 personnes dans les collectivités rurales des préfectures de Kindia, Forikaria et Télimélé. Notre implication, d'abord en tant que père de famille, mais aussi en tant qu'autorité, on ne peut qu'accompagner ce type de projet. Parce que quand on sait
les conséquences qui découlent de cette migration irrégulière où le jeune pourrait mourir au désert là-bas ou en mer. Donc il faut que cette tendance soit inversée avec la participation du jeune lui-même qui aura pris conscience de son état et il va s'engager en tant qu'acteur de développement. Comme approche, les sensibilisateurs misent sur le porte-à-porte, les causeries éducatives, des émissions à travers les médias communautaires et la mise en place des groupements CILC, communautés d'épargne et de crédit. Et pendant ce temps, les forces armées nationales saluent la confirmation de Dr Mohamed Diané à la tête du ministère de la Défense. Le commandement militaire était fortement mobilisé ce matin pour lui exprimer toute sa satisfaction. Occasion également pour réaffirmer l'engagement des troupes à accompagner le département dans la réussite de sa mission. Adjudant Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Au cours de la dernière décennie, un regard soutenu est porté sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées guinéennes, afin de mener à bien leur mission de défense de l'intégrité territoriale, la sauvegarde des institutions républicaines et la protection des personnes et leurs biens. Ce programme s'est déroulé conformément au plan de la réforme du secteur de sécurité. Un programme soutenu par le chef suprême des armées, le professeur Alpha Condé, qui renouvelle sa confiance à Dr Mohamed Diané pour parachever ses œuvres en faveur du ministère de la Défense nationale. L'exercice antérieur a été riche en événements et a connu d'intenses activités qui ont contribué à dresser un bilan positif dans l'ensemble, régorgeant de brillants résultats avec des acquis nombreux, malgré quelques difficultés rencontrées dues aux contingences de l'époque contemporaine, comme la pandémie Covid-19. Nous comptons une nouvelle fois sur votre leadership et vos vertus humaines qui vous ont toujours distingué pour relever les défis majeurs qui pointent à l'horizon. Le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, mesure le poids des responsabilités et les défis qui sont les siens pour honorer cette confiance renouvelée du président de la République. Je sais que je peux compter sur des cadres compétents, des officiers dévoués et intègres, ainsi que sur des hommes et des femmes aguerris, prêts à servir la patrie avec amour. Pour ce faire, je vous demande de redoubler d'efforts dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes, parce que l'obligation de résultat est un impératif dans la vision du chef de l'État. Dr Mohamed Diané dédie cet honneur à l'ensemble des forces armées guinéennes. La protection des enfants préoccupe également le gouvernement et ses partenaires. À Beila, les acteurs échangent sur les mécanismes pour renforcer les initiatives. De nouvelles méthodes sont expérimentées pour mieux sensibiliser les populations sur place. Le point avec Mamadou Saliopaï. Dans le cadre de la protection de l'enfant, le gouvernement guinéen, avec l'appui de ses partenaires, a mis en œuvre des démarches visant à réduire le taux de la prévalence des mutilations génitales féminines dans la région forestière. 2 boîtes à images communautaires ont été créées sous le MGF. Elles visent à valoriser les filles non excisées. Le ministère de l'Action sociale avec ses partenaires veut participer à la pérennisation des acquis de la protection des enfants, des femmes et des enfants contre la mutilation génitale féminine et les mariages d'enfants. Raison pour laquelle ces éléments ont été choisis issus des structures de protection qui sont des démembrements du ministère de l'Action sociale. La finalité, c'est d'habiliter les communautés pour qu'elles parviennent à déclarer publiquement l'abandon de ces pratiques néfastes. Et lorsqu'on parle d'habilitation, il faut d'abord aider les communautés à comprendre les conséquences de ces actes néfastes. Et il faut nécessairement passer par les structures de protection qui travaillent au niveau communautaire pour que ces structures soient suffisamment informées. L'objectif de cette rencontre est d'expliquer aux différents acteurs les raisons de l'intégration de la boîte à images dans la lutte contre le MGF. Comment utiliser ces boîtes à images, animer une causerie éducative où les dialogues communautaires sont entre autres notions enseignées au cours de cette rencontre. Les 2 jours ont permis
à ses participants d'être outillés sur la boîte à images MGF et ME. Entendu, mutilation génitale féminine et mariage d'enfants. Les boîtes à images nous aident à économiser le temps pendant nos sensibilisations. Et ça facilite aussi la sensibilisation. Ça implique également la communauté à réagir pendant les sensibilisations. Pour s'assurer de l'effectivité de transfert de connaissances et compétences des acteurs de terrain, un plan de restitution et de recommandation a été adopté. Et voilà qui nous amène à parler passation de services au sein des départements ministériels. Au ministère de l'Action sociale et de l'Enfance, la nouvelle promue compte poursuivre les réformes en cours. Elle s'engage également à tout mettre en œuvre pour promouvoir et protéger les couches défavorisées du pays. Mohamed De Camara assiste à la cérémonie. C'est devant les cadres du ministère de l'Action sociale et de l'Enfance, comme il est de tradition, que la ministre sortante, Mariam Silla, a passé le témoin à Aïssata Daffé. Après plus de 3 ans au service des vulnérables, plusieurs réformes ont été menées en faveur de la promotion et de la protection des couches défavorisées du pays. Parmi ces acquis, nous pouvons citer entre autres l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées, l'autonomisation des femmes avec la création des infrastructures, leur équipement, la formation et l'insertion socio-professionnelle des femmes, l'adoption de code de l'enfant et la mise en place d'une loi sur la parité. En prenant fonction, la nouvelle ministre en charge de la lutte contre la vulnérabilité s'engage à poursuivre les efforts de ses prédécesseurs. Un accent sera mis sur le respect des droits fondamentaux de toutes les cibles du département. Je suis appelé à apporter ma modeste contribution dans la mise en œuvre effective des projets et programmes ambitieux du pays, dans les domaines de la promotion, la protection et du bien-être de la famille, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes atteintes d'albinisme et la solidarité envers ceux de nos compatriotes en état de souffrance. Je prends fonction en cette œuvre pleine d'espérance de la 4e République, marquée par la ferme volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui, en promettant de gouverner autrement, invite chacun et tous à se réinventer pour réussir un sursaut patriotique et une reconversion des mentalités au bénéfice de nos laborieuses populations. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à la tête de la magistrature suprême du pays, des actions visant à améliorer les conditions de vie des couches défavorisées ont été menées. Comme entre autres acquis, on note l'adoption de la première politique nationale de protection sociale, la construction à Conakry et dans les régions naturelles du pays des centres d'apprentissage des métiers pour personnes handicapées. Et c'est également une femme qui prend les commandes du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Sona Konaté succède à Sanoussi Bantamasso, pur produit de l'Université guinéenne. La ministre dit mesurer l'ampleur de sa mission et promet de relever les défis. Les explications avec Falilou Diallo. L'ambiance était festive au musée national de Sandervalia, une cérémonie de passation de service rythmée par des envolées chaloupées de l'ensemble instrumental de Guinée. Les artistes ont aussi tenu à marquer le départ du désormais ancien ministre de la Culture et l'arrivée de la toute première ministre de la Culture de la 4e République. Je m'engage en comptant sur la compétence, l'esprit d'équipe et l'engagement de l'ensemble de tous mes collaborateurs et du monde de la culture à poursuivre les actions de manière à traduire dans la réalité de tous les jours la volonté maintes fois exprimée de M. le Président de la République de voir la Guinée redevenir le pôle d'excellence et d'effervescence culturelle qu'elle a été jadis. Produit de l'université de Conakry, Sona Konaté prend ainsi les rênes du département de la culture et du patrimoine historique. Elle entend ainsi apporter son expertise dans la valorisation de la culture africaine de Guinée. Il s'agira d'axer prioritairement nos actions sur, entre autres, la vulgarisation et l'appropriation de la nouvelle politique culturelle, l'investissement dans les infrastructures culturelles comme par exemple le Palais de la Culture, le Musée national, les sites et monuments historiques,
les complexes culturels régionaux, etc. La redynamisation de l'organisation des quinzaines artistiques régionales et du Festival des arts et de la culture. Le choix d'une femme de background autre que la culture semble bien perçu dans le secteur. On en vient maintenant à la promotion du secteur privé guinéen. La 11e édition de l'événement Guinée Best Company Awards vient de se tenir à Conakry. Elle récompense les chefs d'entreprise qui se sont distingués dans leur domaine d'activité. Au total, 50 prix ont été décernés par la structure COP Guinée. Mamadi Terna Kamisoko. Elle s'impose depuis plus d'une décennie comme la plus grande cérémonie de récompense du secteur privé guinéen. La 11e édition des Galas Guinée Best Company Awards célébrant les chefs d'entreprise est placée sous l'autorité du haut représentant du chef de l'État. Les entreprises privées ont lourdement payé les frais de la survenue de la pandémie du Covid-19, mais malgré tout, plusieurs d'entre elles ont pu sauver des emplois et participer auprès des autorités guinéennes à la riposte nationale contre la maladie. Une responsabilité sociétale mise en avant comme critère de sélection des plus méritants. Le contexte pandémique, les entreprises se sont inventées, ils ont réadapté l'entreprise au contexte covidien. Ils ont non seulement accompagné les différents programmes élaborés par les autorités, mais également ils ont fait face aux interactions internes et externes qui sont liées à la vie de l'entreprise, à la vie au quotidien de l'entreprise, c'est-à-dire payer les salariés, les sous-traitants, l'apport communautaire, ainsi de suite. Au total, 50 patrons d'entreprises privées de Guinée et de l'Afrique de l'Ouest ont été primés. Des pays comme le Nigeria, à travers des délégués de Aligo Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, et la Guinée-Bissau, ont marqué leur présence à cette cérémonie. Un secteur privé fort peut booster le développement d'un pays par la création de la richesse. Les autorités guinéennes l'ont compris, c'est pourquoi des proches collaborateurs du président de la République sont à ce rendez-vous afin d'encourager les initiatives privées. Je suis un homme convaincu du fait que la Guinée doit promouvoir la création de beaucoup d'entreprises privées, puisque c'est grâce à cela que nous pouvons vraiment développer le pays comme cela se passe dans d'autres pays auxquels nous nous comparons. COP Guinée qui porte le projet entend exporter son expertise prochainement. La 12e édition pourrait se tenir l'an prochain à Bamako, au Mali. Un mot de sport avec la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Le série local de Guinée affronte demain le Mali pour la première demi-finale de cette compétition. Un derby de la sous-région qui suscite l'intérêt des supporters et l'engagement dans les vestiaires. À la veille de cette rencontre capitale, le chef de l'État s'est donc entretenu à distance avec les joueurs et les encadreurs du Sili. Il les a félicités pour leur parcours et les encourage à intensifier les efforts pour le sacre final. Une source supplémentaire de motivation pour le sélectionneur qui était en conférence de presse. La synthèse avec Kaba Fodé, l'un de nos envoyés spéciaux au Cameroun. C'est un derby ouest-africain qui attend ce mercredi le public de Douala au complexe sportif de Japoma. La Guinée et le Mali vont s'affronter au compte de la première demi-finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Une rencontre qui n'est pas gagnée d'avance pour qui connaît l'enjeu des matchs qui ont toujours opposé ces deux équipes. Aujourd'hui, c'est la veillée d'armes et Kamfouri Lapé Bangoura estime avoir les arguments nécessaires pour venir à bout de son adversaire. Ce derby ouest-africain, c'est généralement un derby très difficile. Si je me souviens, il fut un moment où presque tous les pays de la sous-région avaient eu quand même une certaine ascendance sur la Guinée. Et je crois que nous avons commencé à faire le retour de revers. Je pense qu'à partir de maintenant, nous avons pris toutes nos dispositions, c'est vrai, ça va être très difficile, mais c'est un derby mental. L'équipe guinéenne reçoit les félicitations et les encouragements du président de la République. Le président Alpha Condé, en visioconférence avec l'entraîneur, a exprimé le soutien de tout le peuple de Guinée 11 nationale, ce qui constitue une source de motivation pour l'ensemble du groupe. Une autre source de motivation, il faut reconnaître, savoir que le premier magistrat de la République fait attention aussi à un travail aussi laborieux et à toute cette équipe. Moi, je pense aussi notre source de motivation. L'entraîneur malien, pour sa part, reconnaît les qualités techniques et physiques dont a fait preuve l'équipe guinéenne depuis le début de la compétition. Toutefois,
Il met l'accent sur le caractère dualiste de la rencontre. Les pays, généralement, quand ils se rencontrent, c'est des matchs qui sont très très difficiles. Voilà, c'est un pays frère, et c'est un pays proche, et ça rend les choses un peu compliquées pour les deux pays. C'est ici au stade de Japoma que le Syli national local de Guinée rencontre demain les aigles locaux du Mali. Ce sera le 3e stade à être utilisé par le Syli national local, après celui de Limbé et celui de la réunification ici même à Douala. Partout où l'équipe est passée, les buts ont été marqués et on espère qu'il en sera ainsi demain contre les aigles. Merci Kaba Fodé. On va maintenant parler de cette page noire dans ce journal. La radio-télévision guinéenne porte encore une fois le deuil. Mamadou Alioubari, technicien à la RTG, est décédé ce mardi à Conakry des suites de maladie. Nous gardons de notre collègue l'image d'un travailleur acharné et d'un père de famille dévoué. Les parents, les amis, les collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage. Mounir Bari et Al-Gassimouba. Dans la tristesse et la consternation, les travailleurs de la radiodiffusion-télévision guinéenne se sont fortement mobilisés encore ce mardi 2 février 2021 pour rendre un hommage à l'un des doyens de la maison, Mamadou Alioubari, technicien au service de la diffusion. De la famille mortuaire au cimetière, en passant par la grande mosquée de Matoto, parents, amis et collaborateurs parlent de la perte d'un travailleur régulier, généreux et toujours au service de la nation. Hier, on était à un décès, à Dabompa. C'est ton petit frère qui est décédé. On était là-bas, mais je le vois là-bas, il ne sent pas parce qu'il tenait sa hanche ici. J'ai dit, ah, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, ce n'est rien. C'est un père courageux qui travaille, qui nous conseille chaque jour. Chaque jour, il vient de travailler, il nous conseille de travailler, d'aimer des gens. C'est mon père, il a tout fait pour nous. Ce monsieur, il est formidable en famille. La RTG nous a dit aussi que ce monsieur est bien vivable. Il vit bien avec eux. C'est ce que je retiens de lui. Mamadou Alioubari, technicien émérite, a commencé à travailler depuis l'avènement de la Première République. Durant des années, il a rendu de loyaux services à plusieurs entreprises publiques avant de se retrouver à la radiodiffusion-télévision guinéenne en 1986. Ses collaborateurs se souviennent. Depuis lors, je travaille avec Barry. Barry, un travailleur émérite, un travailleur exemplaire. Je n'ai jamais vu Barry fâché. Il était toujours en quête de la performance. Aujourd'hui, même après vu le poids de l'âge, tout le monde peut témoigner que Barry, sauf en cas de force majeure, il était toujours à son poste de travail. Un travailleur émérite, un travailleur exemplaire. J'en appelle à la solidarité, à la cordialité et surtout au pardon des travailleurs de la RTG, car la consternation est énormissime. Je garde de l'homme une sympathie sans précédent. Partout où il passe, il taquine tout le monde et surtout, il prend soin souvent de poser des questions. La question de savoir, tu n'as pas de stress, tu n'as pas de problème. C'était le leitmotiv de Mamadou Alioubari chaque fois qu'il rencontrait un travail de la RTG, que ce soit le matin, la journée ou le soir. Il était à la retraite, mais il n'avait jamais cessé de travailler à la radiodiffusion télévision guinéenne, comme tous les autres agents, tous les fonctionnaires qui sont en service. C'est une grande perte pour la RTG. L'homme prodige de Diting dans la préfecture de Dalaba s'en va à l'âge de 75 ans. Il laisse derrière lui 2 veuves et 9 enfants. Désormais, il repose à jamais ici, au cimetière de Matoto. Que son âme repose en paix. Amen. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes.